Merci de nous accueillir. Donc j'ai la lourde tâche de présenter les Éconoclastes, mais j'espère que tout le monde connaît déjà les Éconoclastes. C'est un think tank qu'on a monté l'année dernière avec des gens décontractés, dont l'objectif est relativement simple, c'est essayer de porter une vision de l'économie qui ne soit pas une vision trop intellectuelle de l'économie et accessible au plus grand nombre. Notre rôle, c'est pas porter une idéologie, c'est surtout porter des débats. Et donc, à partir du moment où vous avez des arguments, vous pouvez venir et participer au débat qu'on essaye de lancer à travers notre site internet, leséconoclastes.fr. Donc voilà, donc vous pouvez y participer. Nous chargeons d'alimenter le site en contenu. À vous de réagir. Et plus on sera nombreux à porter cette volonté de démocratiser globalement la pensée économique, plus on arrivera à faire tache d'huile et on arrivera, je dirais, à battre en brèche les idées qui sont trop consensuelles dans ce domaine. Voilà, donc en fait, nous sommes des acteurs de pluralité. L'introduction a déjà été trop longue. Je vous propose de commencer par Olivier de la Marche, la star, bien sûr, du groupe, tout le monde connaît. Et moi, sur une première partie qui va s'intituler « L'alignement des planètes », c'est ça? C'est ça, ça fait partie de mon petit lexique de novlangue. Qu'est-ce qu'un coursier en scooter? C'est un président de la République. Et qu'est-ce qu'un alignement de planètes? C'est quelque chose que vous n'allez pas tarder à sentir de façon désagréable. L'alignement de planètes, c'est une invention récente qui consiste à dire on va s'en tirer, l'Europe va repartir dans un cycle de croissance. Pourquoi? Parce que vous avez à la fois le QE de M. Draghi qui a commencé. Je précise, le QE n'est pas un gros mot. Hein. Voilà, le QE, c'est le truc qu'on fait quand on n'a pas de QI. Voilà, donc, mais ça n'est pas quand même un gros mot. Voilà. Donc, le QE de M. Draghi, combiné à une baisse forte et rapide de l'euro, et combiné à une baisse des prix du pétrole. Alors, on va probablement, pendant cet exposé, vous expliquer pourquoi ça n'a rien d'un alignement de planète et que ça, en aucun cas, ça va nous apporter de la croissance. Souvenez-vous tout de même que quand vous avez une monnaie qui dégringole au rythme de l'euro, vos actifs aussi. Votre patrimoine, oui. Et votre pouvoir d'achat aussi, par la même occasion. Et donc, souvenez-vous-en, avant de penser que vous avez gagné beaucoup d'argent en bourse et ailleurs. La bourse a fait en effet plus 20 ou plus 25. Si vous avez votre monnaie qui a fait moins 25, vous êtes à zéro. Donc, ne l'oubliez pas. Et donc, on va vous expliquer ce qu'il y a de pourri dans ce nouveau paradigme qui n'a rien à voir avec un alignement de planètes et qui, malheureusement, même si, en effet, dans les résultats des entreprises, pour des raisons purement comptables, vous allez avoir une petite hausse qui sera due à cette baisse de l'euro, mais qui est une hausse purement comptable de ces résultats, ça ne va pas remettre en cause le modèle et ça ne va pas vous relancer. Je prends un peu la parole? À moi. Tout simplement parce que les mots de l'Europe actuelle ne sont pas des mots conjoncturels. Beaucoup de gens vous parlent de crise. La réalité, c'est que nous ne sommes pas en crise. Nous ne sommes pas en crise, pourquoi? Parce qu'une crise voudrait dire que lorsque la crise est passée, l'état final redevient l'état initial. Donc ça voudrait dire tout simplement qu'il suffit d'attendre, capitaliser sur vos anciennes bonnes pratiques et vos anciennes bonnes pratiques redeviendront des bonnes pratiques. Si vous pensez ça, vous êtes en danger. Parce que plus le temps passe, et plus, je dirais, la durée de la crise fait que par nature, ce n'est plus une crise, mais une transition. La différence entre une crise et une transition, elle est très simple. C'est que dans une transition, l'état final ne ressemble pas à l'état initial. Si vous n'avez pas compris ça dès le départ, et que vous vous arc-boutez sur vos anciennes bonnes pratiques, en termes de politique publique, ça veut dire sur vos anciens modèles de développement ou modèles sociaux, très concrètement, vous êtes en difficulté et vous le serez de plus en plus.
parce que les trajectoires s'éloignent. Vous voyez? Donc, pour répondre à ça, la première question, puisque tout le monde nous en parle, c'est toujours le retour de la croissance. Qu'est-ce que c'est pour vous la croissance? Sur quoi ça repose? Une question. Le PIB, c'est pas, la croissance ne repose pas sur le PIB, c'est une mesure de la croissance. Oui. Plus de richesse. Du pétrole, vision de l'offre, c'est normal. 40 ans de déformation, c'est normal. Pardon? La démographie. Ah, quelqu'un m'a entendu un jour parce que c'est mon dada, la démographie. Oui, beaucoup, mais vous allez voir pourquoi. Oui. Alors, l'amélioration du bien-être. On aimerait bien que ça soit ça, c'est pas vraiment ça, pour l'instant. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que partout, dans n'importe quel pays riche, c'est-à-dire au-delà de 20 000 $ de PIB par habitant, justement, globalement, la croissance et la richesse créée, elles reposent pour les 2/3 sur la consommation des ménages, sur vos comportements à vous en tant que consommateurs. Si vous ajoutez à cela vos comportements en tant qu'investisseurs, vous ménages et vous y ajoutez les entreprises, on est à 80 à 90% du total. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous voulez faire des anticipations de croissance, il faut rentrer dans votre tête. C'est vos comportements, c'est vous qui ferez qu'il y aura de la richesse ou pas. Et c'est pour ça que, effectivement, la clé de la transition actuelle, elle est essentiellement démographique à mon sens. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'acte de consommation, quand vous achetez, qu'est-ce qu'il vous faut pour acheter? De l'argent. Eh bien non, ce n'est pas ce qu'il vous faut en premier. C'est ce qu'il vous faut pour transformer quelque chose en acte de consommation. C'est la confiance, c'est un peu ça, le besoin. Alors le besoin, c'est plus vrai dans les pays en développement. Chez nous, en réalité, c'est plus le désir que le besoin qui précède l'acte de consommation. Mais c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. La richesse créée, ce n'est pas quelque chose d'ex nihilo qui sort de nulle part. La richesse créée, son préalable, c'est qu'il faut que vous ayez envie. Il faut qu'il y ait un désir d'acheter. Et après, se pose la question de la solvabilité. Qu'est-ce que vous avez dans la poche pour transformer ce désir en consommation? Et c'est ça la richesse créée. Et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais simplement pour vous dire pourquoi nous sommes en transition. Et cette transition, elle nous mène d'un monde en expansion structurelle vers un monde qui sera plutôt en stagnation. Parce que l'origine de cette transformation, cette disparition du désir global, elle est essentiellement liée au vieillissement de nos populations. Pour une raison très simple. Il y a une chose qu'on partage avec des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Japonais, des Américains, pas grand-chose, mais une. C'est notre comportement de consommateur en fonction de notre âge. Globalement, de 20 ans à 45 ans, vous achetez de plus en plus, vous consommez de plus en plus. Entre 45 et 55 ans, c'est le moment de votre vie où vous consommez le plus, et après, votre consommation décline. Donc, pour faire des anticipations de croissance, la première chose à faire, c'est se compter. Quand dans votre population, vous avez de plus en plus de gens qui ont entre 45 et 55 ans, forcément, c'est facile de faire de la croissance. Parce que le désir de votre population de consommer est naturellement très élevé. Le problème, c'est qu'on sort de 30 ans d'explosion du nombre de 45-55 chez nous, et on entame, voilà, malheureusement, enfin, c'est ça, l'eau ne coule que dans un sens, et on entame en fait ce vaste mouvement mondial de vieillissement des populations, qui est très important comme phénomène en Europe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que nos populations, en termes agrégés, vont faire preuve d'un désir moins grand de consommer demain. Or, quand vous savez que 2/3 de la richesse créée repose sur cette consommation, il est utopique de penser qu'on puisse retrouver ne serait-ce que les taux de croissance d'avant. La réalité, c'est que nous sommes en transition vers un monde qui arrivait à croître entre 3 et 5% naturellement. C'était inscrit dans notre ADN démographique, dans ce que nous étions. Et aujourd'hui, en Europe, en fonction des pays, on est plutôt dans une enveloppe de croissance entre -1 et 1. Si vous n'êtes pas bon, vous ferez -1. Si vous êtes bon, vous ferez +1. Mais ceux qui vous disent, ou 1,5. Mais si ceux qui vous disent qu'on fera 3 sont des menteurs. Parce qu'ils ont fait une erreur basique. Vous pouvez imprimer ce que vous voulez, mais globalement, vous n'arriverez pas à faire boire un âne qui n'a plus soif. Et c'est ça la question préalable. La première question à vous poser, c'est le désir qui précède la consommation. La transition, elle vient d'une baisse du désir agrégé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On répond à ce problème structurel par une mesure conjoncturelle, qui est justement le quantitative easing. Je ne sais pas si Olivier, tu veux... Je vous ai parlé de ce fameux alignement des planètes. Il y a 3
il y a 3 facteurs dans cet alignement. Je vous ai dit le quantitative easing, la baisse de l'euro et la baisse du prix du pétrole. Alors on va faire un tout petit truc, un tout petit point sur cette baisse du prix du pétrole. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à le calculer vous-même, mais une voiture qui consomme 7 litres au 100, un Français moyen qui fait 15 000 km, ça va lui rendre 180 € l'année. Pas par mois, hein, l'année. Bon. Alors c'est vrai que ça va relancer fortement la croissance. Et en plus de ça, ça n'est qu'un déplacement de croissance. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas mettre dans votre réservoir, vous allez soit en partie l'épargner, soit vous achetez une paire de baskets d'origine chinoise, résultat, le PIB il partira en Chine, et donc vous n'aurez absolument pas relancé la croissance pour le coup. En plus de ça, vous allez avoir la société Total, chez qui on ne va pas par hasard sur l'autoroute, qui va malheureusement connaître une baisse de ses résultats, parce que vous n'avez pas mis vos 180 € dans votre réservoir, et qui va licencier. Donc résultat des courses, c'est pas bon. Et c'est pas bon, quel que soit le bout par lequel on le prend. C'est pas bon pour les Américains non plus. Alors on a dit qu'aux États-Unis, la baisse du prix du pétrole était directement, puisqu'il n'y avait pas tous les systèmes de TIPP, etc., d'impôts, donc aller directement chez le consommateur. Mais là, c'est exactement la même chose. Le consommateur américain, il déplace sa consommation de ce qu'il mettait dans son réservoir à essence sur autre chose. Mais ça ne lui apporte pas 200 $ de plus. Donc, ça ne peut pas rentrer dans une croissance supplémentaire. La deuxième chose, Sur le prix du pétrole? en ce qui concerne le prix du pétrole, c'est que, en ce qui concerne les États-Unis, je vous rappelle que le pétrole de schiste, c'est ce qui a contribué au développement et pour une partie du PIB, pour une partie des CAPEX, pour une partie aussi de la baisse du taux de chômage et des embauches, qu'aujourd'hui vous avez un coût d'extraction qui est autour de 70-80 $. Quand vous avez un pétrole qui est à 40 $ de baril, à chaque fois qu'ils en sortent un, ils perdent 40 $ dessus. Ça dure jamais très longtemps. D'accord? Surtout que tout ce développement a été financé par la dette. Par la dette auprès de banques, et en totalité par la dette auprès de banques qui aujourd'hui sont mal. Donc vous avez eu les premières faillites, alors on n'en a pas parlé trop, mais vous avez eu les premières faillites dans le secteur du pétrole de schiste, et c'est loin d'être fini. Après, vous aurez les banques qui vont avoir du mal. Alors, ça c'est pour le pétrole. Je voulais juste un mot sur le pétrole, c'est caricatural. Ça vous donne une idée de la qualité de ce que peuvent avoir comme analyse les médias. C'est quoi la baisse du pétrole d'après vous? Est-ce que vous savez en fait à partir de quand la baisse des prix des matières premières a débuté? Des matières premières. Dans leur ensemble. Début 2012. On est en quelle année? 2015. C'est Alzheimer juvénile, pardon. Ça m'arrive. Et 2015, 2012, 2015. On vous sort la baisse du prix des matières premières en 2015. Oui, bien sûr, le prix du pétrole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a extrêmement chuté. Mais en réalité, c'est un effet de rattrapage sur tout le reste. Si vous regardez l'ensemble du prix des matières premières, son point haut, c'est fin 2011, début 2012. Et ce cycle de baisse du prix des matières premières, c'est quoi? Pourquoi les prix baissent des matières premières? C'est pour ça qu'on voit ça forcément comme un bien. Mais c'est quoi? Ça signifie quoi? Oui. La spéculation. Alors, sur la spéculation, j'ai un point de vue. Ce n'est pas la spéculation qui fait qu'un mouvement monte ou baisse. La spéculation, elle exacerbe le mouvement. La spéculation, elle vient se mettre sur un mouvement fondamentalement haussier ou fondamentalement baissier et le fera plus baisser ou plus monter. C'est effectivement l'origine de l'excès des hausses et des baisses des prix du pétrole notamment. Ralentissement de la croissance. Merci. Excès de la production par rapport à... Merci. Le prix, c'est toujours un rapport entre l'offre et la demande.
Alors bien sûr, sur le pétrole, on a les gaz de schiste qui sont arrivés. Mais la réalité, c'est essentiellement une traduction de la faiblesse de la demande mondiale depuis début 2012. Qui traduit quoi? La faiblesse d'ailleurs du premier consommateur de matières premières aujourd'hui au niveau mondial, qui est la Chine. Donc c'est marrant, tout le monde vous dit « chouette, les prix des matières premières baissent ». La réalité, c'est que la première grille de lecture sur la baisse du prix des matières premières, elle est mauvais signe parce qu'elle traduit une faiblesse mondiale, une faiblesse de la demande mondiale qui est exacerbée. C'est juste pour vous dire, attention à toujours avoir le nez dedans, le nez dans le guidon, avoir une petite explication et de oublier quel est le phénomène de fond. La réalité primordiale de la baisse du prix des matières premières et donc du pétrole récemment, c'est avant tout une faiblesse de la demande mondiale. Alors, c'est d'ailleurs, à l'inverse, c'est grâce à ça qu'on a été dans les premiers à alerter sur la Chine. Sur la Chine en disant, attention, ce qu'on essaie de nous vendre à 7%, et peut-être pas à 7%, mais peut-être qu'à la moitié. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous aviez l'ensemble des matières premières qui étaient au plus bas. Et que donc, on ne pouvait pas imaginer que la croissance, une croissance de 7%, faut y aller, hein, faut produire. Donc, ça veut dire consommer, et consommer beaucoup. Alors, à moins que tous les petits Chinois se mettent à pédaler sur leur vélo pour essayer de faire de l'électricité, il était quand même curieux qu'on ait sans arrêt des baisses de consommation électrique, des baisses de consommation des produits comme le cuivre, comme l'acier, etc., et qu'on nous annonce en perpétuellement des croissances de 7, 7,5%. On était très probablement autour de 3. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué d'avoir un chiffre réel. Oui, c'est compliqué d'avoir un chiffre réel, mais en tout état de cause, il serait quand même très surprenant qu'avec des matières premières au plus bas, qu'avec un Baltic Dry Index qui est le prix des routes est-ouest en bateau qui est au plus bas historique, que l'ARPEX est au plus bas, qu'il y a un certain nombre d'indicateurs comme ça qui nous laissent penser quand même que la croissance n'est pas là. Je vous rappelle tout de même que c'était censé, les BRICS, hein, ce que notre ami Albert Edwards appelle Bloody Ridiculous Investment Concept. Les BRICS étaient censés être un moteur de l'économie mondiale. On disait que ça allait nous sauver, que c'est d'eux que viendrait la croissance. Or, force est de constater que si vous regardez simplement les échanges commerciaux, vous apercevez que les BRICS sont quand même les fournisseurs et non pas les clients. Alors on vous a fait penser pendant un bon moment que la Chine allait brusquement changer de modèle et devenir un modèle avec une consommation intérieure forte et non plus un modèle exclusivement tourné vers les exportations. On est en train de s'apercevoir que ce n'est pas vraiment le cas. Si tu me permets pour compléter, la Chine c'est vraiment effectivement notre dada et on a alerté le plus tôt possible. On a même écrit un bouquin sur le sujet. Un petit peu de pub, la Chine une bombe à retardement, hein, dans toutes les bonnes librairies. La réalité du modèle chinois, pourquoi le marché intérieur ne peut pas grossir? On va vous donner 3 chiffres. Le premier, c'est 35 points de PIB. C'est le poids des dépenses des ménages chinois. Est-ce que vous connaissez la masse salariale, ce que pèse la masse salariale dans les pays riches, à peu près? 60, à peu près. Et du coup, vous savez combien pèsent les dépenses des ménages chez nous? 60. C'est simple. Lorsqu'on donne des revenus, les gens le consomment. Donc la réalité, c'est que si vous voulez voir un marché chinois intérieur se développer, il faut les payer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Chine ne peut pas le faire, pour une raison très simple. Parce qu'ils ont été trop loin. La réalité de la Chine, c'est que jusqu'en 2008, c'est le modèle allemand. Donc mon moteur de croissance est essentiellement lié aux exportations. Alors peu importe que je pique des parts de marché à tout le monde. Hein.
puisque c'est le cas. Donc les Chinois sont passés de 3% de total des exportations en 2000 à 12%. Ça s'est fait en 10 ans, on ne l'a jamais vu dans l'histoire, c'est une réussite absolument remarquable. Alors, ça se soit fait au détriment des règles de l'OMC, à la limite, bon, l'OMC avait qu'à les imposer, ce qu'elle n'a jamais fait d'ailleurs. Donc, très concrètement, le premier et le seul pays à avoir profité pendant 10 à 15 ans de l'explosion du commerce mondial, c'est la Chine, qui est devenue un immense leader sur le sujet. À partir de 2008, le problème de ce type de modèle lié aux exportations, c'est quoi? Pourquoi ça peut être risqué d'avoir une grosse partie de son PIB qui soit dépendant des exportations? Parce que les pays consommateurs, c'est bien une fois en 2008, ils ont forcément moins consommé, ils ont moins installé. C'est vrai, vous êtes d'accord? Exactement. Quand on parle d'exportation, en face, il faut des importateurs. Alors, sauf à aller exporter sur Mars pour l'instant, normalement, ils sont localisés dans les pays de ce monde et de cette planète. La réalité depuis 2008, c'est que l'ensemble de la consommation des pays riches, elle est à peu près au point mort. Donc, si vous avez un modèle totalement tourné vers les exportations et que les importateurs potentiels ne consomment plus, qu'est-ce qui se passe? Normalement, vous êtes à l'arrêt, panne d'essence. Or, effectivement, la Chine a continué de croître. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Le modèle chinois est passé du modèle allemand à quel modèle? Consommation intérieure. Consommation intérieure? Non. En 2008, la consommation intérieure, les dépenses des ménages, elles pèsent 35 points de PIB. En 2015, elles pèsent 35 points de PIB. Modèle espagnol. Alors tout le monde peut... Voilà. Et japonais. Mais je préfère celui de l'Espagne. Japonais, quand Voilà. on bétonnait le fond des rivières. C'est vrai. Mais l'Espagne est plus récente, c'est pour ça. Donc on aime bien dire qu'en 2008, ou à partir de 2008, la Chine choisit de passer du modèle allemand au modèle espagnol. Qu'est-ce que c'est le modèle espagnol? C'est en 2006, construire en Espagne autant de bâtiments qu'en Allemagne, Italie et France réunies. C'est ça l'Espagne. Pourquoi c'est très vertueux quand vous le faites? Exactement. Quand il faut construire le bâtiment, vous embauchez des gens. Ces gens, vous leur donnez des revenus. Et ces revenus, ils en font quoi? Ils le consomment. Eh bien, c'est un cercle vertueux. Jusqu'au moment où le bâtiment est terminé, donc je me sépare des gens, parce que je ne peux pas construire au-delà du fond des rivières, si ce n'est à détruire le bâtiment, ça pourrait se faire éventuellement. Bien, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il faut effectivement trouver preneur sur les logements que vous avez construits, sauf quand les gens n'ont pas de pognon pour le faire, à partir de ce moment-là, la dette qui vous a servi à construire, elle devient irremboursable. Voilà. Et à partir de là, vous avez un risque sur le système financier et tout s'effondre. C'est la suite du modèle espagnol. La première partie est très vertueuse, la deuxième fait très mal. Et la réalité de la Chine, c'est qu'aujourd'hui, l'investissement en Chine pèse 48 points de PIB. Ça vous parle peut-être pas. Mais jamais, dans aucun pays et nulle part ailleurs, et quel que soit le moment dans l'histoire, on a atteint de tels niveaux. 50 points de PIB dans l'investissement, ça veut dire que chaque année, pour croître autant et générer autant de richesses, il faut investir autant que l'année précédente. Or, vous avez cru chaque année un peu plus. Ça veut dire que les montants en jeu sont absolument colossaux. Pour faire ça, il a fallu déverser un paquet de dettes de manière extraordinaire sur l'ensemble des Chinois, alors que ce soit de manière officielle ou officieuse, et on en est là en Chine. Et vous avez aujourd'hui des gouvernants chinois qui sont dans la situation où ils savent ce qu'ils ont fait, ils connaissent les risques, mais ne connaissent pas le chemin pour les régler. On parle des ghost towns chinoises. Oui, alors, c'est le modèle espagnol. C'est quoi les ghost towns? C'est justement ces villes qui se sont créées, qui ont été montées et dans lesquelles vous n'avez personne. C'est véritablement l'expression même. On estime à 67 millions de logements vides. Alors évidemment, c'est à l'échelle de la Chine. Mais pour vous donner une idée, en Espagne, c'était 3 millions. D'accord. Sauf que je vous rappelle que l'Espagne, c'est beaucoup moins peuplé que la Chine. Hein. Donc, mais 67 millions de logements vides, ça fait quand même beaucoup. Alors comment on s'en sort? Normalement, on s'en sort, vous le savez, vous l'avez déjà, la solution. Qu'est-ce qu'on fait? J'y reviendrai si vous voulez. Mais comment on s'en sort? Je vous l'ai donné la solution, c'est simple. On fait du marketing pour que les gens achètent. Pour susciter le désir. Alors se posera quand même la question de la solvabilité de ce que vous avez dans la poche pour l'acheter, hein, tout de même.
Mais bon. C'est ce qu'on appelle la confiance. Voilà. D'accord? La confiance, c'est quoi? En fait, c'est le pognon que vous avez dans votre poche. Parce que si vous n'avez pas de pognon, croyez-moi, vous n'aurez pas confiance. Le SDF du coin, vous pouvez lui dire qu'il faut avoir confiance. Hein. Malheureusement, il ne pourra pas acheter grand-chose. Pardon? Le même principe que Thieu, mais on distribue à chaque citoyen. Alors on descend dans sa cave et on distribue les billets. Oui. Alors il se peut qu'à terme, hein, je ne veux pas dévoiler la fin, mais il se peut qu'à terme, à force d'imprimer des billets de banque dans sa cave et de les distribuer, les gens se rendent compte qu'ils valent plus grand-chose. C'est le risque. Hein. Donc ça s'appelle une fuite devant la monnaie, une dévaluation massive non orchestrée et non maîtrisée. Ça s'appelle l'Argentine. Voilà, on pourra y revenir. C'est pas loin d'être notre scénario central pour le Japon. Voilà, pour les années à venir. Donc, ça pourrait être séduisant comme idée, ça m'apparaît un peu suspect. Parce que je rappelle, imprimer des billets de banque et les distribuer. La valeur d'un billet de banque, c'est quoi? C'est le contrat de confiance, hein, le billet que vous avez dans la poche, entre vous qui le possédez et la personne en face, contre quoi elle va vous livrer un bien ou un service. Il se trouve qu'à un moment donné, la personne qui vous livre le bien ou le service, elle va se rendre compte que le nombre de billets en circulation est de plus en plus important. La richesse que vous créez, intrinsèque, réelle, sur votre territoire, n'est pas plus élevée. Donc elle va finir par se dire, oula, et il va se passer quoi? Du jour au lendemain, elle ne va pas vous demander un billet, mais 2, puis 3. C'est ça la problématique de la confiance. N'oubliez pas qu'un billet de banque, c'est d'abord un contrat de confiance qui traduit la valeur que vous estimez justement contre son contrat de confiance entre le producteur de biens et services et vous qui possédez ce billet. Donc la notion et la solution d'imprimer les billets de banque et les distribuer, ça pourrait marcher si c'est conjoncturel. Cette solution, je ne suis pas fondamentalement contre si c'est pour régler un petit problème parce qu'on a fait des conneries. Et voilà, ça peut passer les mots. Mais si c'est pour répondre à un problème structurel, vous êtes mort. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on fait, parce qu'on fait un Thieu, on rappelle la dette des États, on fait un déficit. C'est de la dépense sociale, mais ça n'a rien. C'est pas, vous avez un peu l'impression, on fait ça. Voilà, sauf qu'on est dedans. On est au milieu. Voilà, donc là, on pourra parler après des conséquences. On commence à le faire. Alors nous commençons, d'autres ont commencé il y a bien longtemps. Voilà. Et ceux qui ont commencé sont en reprise économique. J'interviens parce que j'ai l'impression que la salle ne vous apporte pas assez de contradictions. Et l'innovation née du débat Parlons de la contradictoire, vous avez reprise raison. économique japonaise. Vous les trouvez en reprise économique, hein, et pourtant ils en sont au 14e QE. C'est pas rien. Bon, ils expérimentent ça depuis des années. Et depuis des années, ils ont un PIB qui n'a pas monté, qui est toujours le même depuis 20 ans. Ils ont une dette qui est colossale, 250% du PIB, hein, c'est pas rien. Hein. Et M. Abe est arrivé, il a dit « je vais vous régler tout ça ». En fait, il n'a rien réglé, hein, malheureusement. Il y a toujours entre 7 et 10% de déficit budgétaire par an. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire une dette qui va augmenter tous les ans, que Dieu fasse, de 7 à 10%, qu'aujourd'hui, vous avez de moins en moins de Japonais qui ont une épargne financière, et donc vous avez de moins en moins de Japonais qui sont possiblement acheteurs de la dette japonaise. Vous savez que c'est ce qu'on dit depuis 15 ans, on dit de toute façon, c'est pas grave, c'est eux qui détiennent la dette. Donc un jour, on va leur faire harakiri sur la dette, puis comme ça sera que eux qui se feront harakiri, ça sera pas bien grave. Sauf que maintenant, pourquoi est-ce que la BOJ fait QE sur QE? Tout simplement parce qu'il n'y a plus un Japonais qui est capable d'acheter la dette. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous retrouvez dans une situation où la BOJ est le seul acheteur final de la dette japonaise. Donc, pour l'acheter, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire QE sur QE. Et vous n'avez pas la moindre reprise économique au Japon. Alors vous allez me dire, oui, mais les Japonais, c'est autre chose. Alors, laisse-le développer, on va voir. Du coup, parce que les arguments sont là. Pour que les choses soient quand même claires et honnêtes, il faut vous dire que je suis ici avec une certaine émotion. Parce qu'il y a 50 ans, je terminais mon doctorat de sciences économiques à la faculté des sciences économiques de Lille. C'était les sciences et les droits à cette époque. Après ça, j'ai passé 50 ans à faire de la gestion.
internationale de tous les supports de gestion action. Chez qui? SUCAV, fonds commun, gestion privée. Donc je connais, grâce à mon âge, pas à ma compétence, hein, grâce à mon âge, beaucoup plus de choses que probablement tous ceux qui sont ici. Vu que ceux qui sont ici ont à peu près l'âge de mes petits-enfants. Nous, on a Internet maintenant. Internet. Bon, alors On a quand rattrapé même, 50 ans en 2 jours. voilà. Alors j'ai l'impression de rajeunir ici en étant dans un an. Et souvent j'étais dans le fond, j'étais pas fait ça. Bon, alors vous adressez des problèmes en quelques mots qui sont d'une infinie complexité. Oui, mais cher C'est monsieur, pour nous ça n'avons pas que- 5 heures pour le C'est faire, pour donc ça il que faut nous qu'on n'avons accélère. pas 5 heures pour le faire, mais à certains moments, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça bien, peut mais arriver. Je ne suis pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi je suis assez certain de moi quand je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, il y a deux types d'économistes. Ceux qui écrivent des livres, qui font des conférences, qui font des cours. Et probablement, dans quelques générations, on dira celui-ci était bon et celui-ci n'était pas bon, parce que les faits ont démontré que c'est celui-ci qui a eu raison et pas celui. C'est pourquoi j'ai une méfiance énorme vis-à-vis des professeurs d'économie. Ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas Ça notre tombe cas, bien, cher nous monsieur, sommes nous des sommes tous praticiens. chefs d'entreprise et nous travaillons tous sur les marchés. Donc si on peut continuer maintenant, au lieu de... Est-ce que vous voulez poser une question, s'il vous Voilà, plaît? c'est que moi, j'ai pratiqué l'économie pendant 5 ans. Ouais. Et pendant 50 ans, j'ai essayé de comprendre et j'ai fait des paris. Chaque fois que j'ai eu raison, j'ai gagné de l'argent. Chaque fois que j'ai pas eu raison, Vous en j'ai avez perdu. de l'argent. Et si j'avais été plus mauvais que bon, j'aurais été viré, j'aurais fait 35 ans de carrière. Bon, le cas japonais ne peut pas être Alors, traité comme Je vais y D'accord. répondre, je vais y répondre. Oui, vas-y. Je pense que vous avez fondamentalement tort. Je pense que vous avez fondamentalement tort sur la question que vous avez posée, c'est-à-dire que la situation japonaise n'est pas Non, mais comparable à vous la avez décrit situation votre situation. européenne. Pourquoi je pense fondamentalement vous avez tort, parce que si vous voulez comparer l'Europe d'aujourd'hui au Japon d'aujourd'hui, là vous avez raison, c'est pas comparable. Je vous invite à comparer l'Europe d'aujourd'hui par rapport au Japon du milieu des années 90. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Japon a été le premier pays. Pourquoi le Japon est en stagnation séculaire depuis 20 ans? Tout le monde vous dit parce que ce sont des erreurs politiques économiques et de politique budgétaire et de politique monétaire. Non. N'oubliez pas d'abord de comprendre ce que nous sommes. Les Japonais ont commencé à vieillir à partir du milieu des années 90, tout comme nous commençons à vieillir aujourd'hui. Et la réalité, c'est que lorsque vous avez compris, et j'en fais appel à vos cours d'il y a 50 ans, que la richesse créée repose essentiellement sur la consommation des ménages et qu'il y a un lien direct entre ce que nous sommes et le nombre que nous sommes et la consommation des ménages, vous comprenez qu'il faut justement regarder le Japon comme un laboratoire vivant de ce qui nous arrivera si nous apportons les mêmes réponses. La réponse du Japon... Au Japon, il n'y a pas de croissance démographique. En Europe, il y en a une. Non, il y en a plus. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, monsieur. Il n'y en a plus, monsieur. En Allemagne, il n'y en a plus. En Espagne, ils ont complètement arrêté monsieur. depuis la crise. Je pense que par rapport aux autres présents, on vous a donné beaucoup la parole. On vous a donné beaucoup la parole. Le chemin japonais, c'est de poser le mauvais diagnostic. Un diagnostic qui n'est pas un problème conjoncturel, mais un problème structurel. Lorsque vous changez, que vous refusez de changer, il vous arrivera ce qu'arrivera au Japon, à savoir finir comme l'Argentine. Pour une raison très simple. Lorsque vous vieillissez, vos dépenses publiques augmentent de manière naturelle. Si vous n'adaptez pas vos modèles de développement à ce que vous êtes capable de créer comme richesse, vous transformez votre stock de dette publique de 60 points de PIB en 1990 à 240 points de PIB aujourd'hui. 60 points de PIB, 240 points de PIB. Gardez des ordres de grandeur en tête. La Grèce a fait faillite à 180 points de PIB. La dette japonaise aujourd'hui, son stock de dette publique, c'est 240 points de PIB. Parce que depuis 20 ans, le Japon refuse de poser le diagnostic de son changement et du coup a refusé de s'adapter. Nous ne sommes pas des déclinistes. Nous essayons de faire prendre conscience aux gens que pour construire justement, vous qui êtes chef d'entreprise, c'est notre cas. Donc on peut en parler. Nous sommes d'abord des praticiens plus que des universitaires. C'est pour ça qu'on est ravis de venir là, parce que ça nous flatte, d'ailleurs, dans un lieu d'université. Mais la réalité, c'est que pour construire un business model pérenne, celui qui créera de la richesse au maximum de notre potentiel à terme, il faut d'abord poser un bon diagnostic.
En tant que chef d'entreprise, si je me plante de diagnostic au départ, je sais que tout ce que je créerai comme modèle de développement, comme business model, m'amènera à la faillite. Et c'est ça qu'on essaye de vous dire. C'est posez-vous les bonnes questions. Et les bonnes questions aujourd'hui sont trop rarement véhiculées dans les médias. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et s'il y en a d'autres, voilà, c'est le moment. On va rebondir. Si vous nous parliez de la phénoménale croissance américaine. On va en parler de la phénoménale croissance américaine. J'ai dit 2 à 3%. Oui, non, mais vous n'êtes même pas à 2. Vous n'êtes même pas à 2, monsieur. Vous n'êtes même pas à 2 pour la bonne et simple raison que vous avez... Oui, mais vous pouvez me montrer votre iPad. Vous savez, j'ai 4 écrans devant moi en permanence toute la journée. Donc, moi aussi, je peux jouer à ça. Donc, vous avez aujourd'hui des chiffres du chômage qui sont des chiffres du chômage qui sont, on va pas dire truqués, qui sont légèrement arrangés, qui sont marketing, qui sont du marketing plus que des vrais chiffres. Le chiffre des gens qui ne travaillent pas aux États-Unis, c'est 20%. D'accord? C'est pas rien. C'est le chiffre, ce n'est pas le chiffre, c'est le chiffre d'inactivité. Oui, d'inactivité. Oui, mais monsieur, quelqu'un qui est inactif et qui devrait l'être, qui est en âge d'être actif, d'accord? Cette personne-là n'a aucune rémunération, d'accord? Donc, la seule rémunération qu'il peut avoir, c'est celle de l'État. Donc, il ne peut pas consommer. Donc, ça vous fait une croissance qui est diminuée. On est d'accord ou pas jusque-là? Un petit peu? D'activité est bon. une donnée très importante pour l'économie. Je pense que tout le monde ici en est d'accord. Eh bien, c'est bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de reprise aux États-Unis avec des inactifs qui sont au nombre de 20% et qui devraient travailler, et avec une croissance du PIB qui est en grande partie due à des artifices, c'est-à-dire des dépenses en défense, avec de la dette en face, toujours de la dette en face. On vous dit que le déficit budgétaire a réduit aux États-Unis. Vous savez de combien a grossi la dette? Cette année encore 780 milliards. C'est pas rien. D'accord? 2%, ça fait quoi? 300 milliards. Donc de plus du double. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous mettez 2 ou 3 dollars, vous avez 1 dollar de PIB. Vous êtes chef d'entreprise, vous allez jouer à ça longtemps? Non? Bon, donc je pense que sur la dette... oui, mais je pense. Moi, je fais court, mais je pourrais aussi vous discuter de ça pendant des heures. Donc, on a une croissance qui est artificielle, qui est faible, et qui aujourd'hui est très probablement arrivée à son point culminant. Vous avez les marges des entreprises, les marges brutes des entreprises, EBE sur VA, qui étaient sur des niveaux qu'on n'avait jamais connus. Le précédent record, c'était 1966, vous devez vous en souvenir. 1966, vous aviez le précédent record des marges brutes. Aujourd'hui, on l'a largement dépassé. Ok, sauf que on s'aperçoit que tous les gains de productivité qu'il y a eu jusqu'à maintenant, comment? Environ. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils savent faire le mieux d'ailleurs depuis 2008. Environ du monde. Donc, ils ont instantanément baissé la masse salariale. Ils ont, en grande partie, pour faire monter leurs bénéfices, ils ont racheté leurs propres actions. 90 milliards au mois de février dernier. Record historique de rachat d'actions. Donc, évidemment, votre BPA, il augmente. Mécaniquement, vous avez moins d'actions, vous avez autant de résultats, votre BPA augmente. En revanche, en masse, le résultat, lui, il n'augmente pas. Donc, vous êtes aujourd'hui arrivé à un point culminant, vous commencez à redescendre, parce que vous avez moins de gains de productivité. Quand vous avez viré jusqu'à l'hôtesse d'accueil, après, ça devient compliqué. Quand il ne reste plus que le président, ça devient compliqué. Donc, vous êtes arrivé à un niveau où les marges vont commencer à baisser, les chiffres d'affaires, la top line, elle baisse déjà depuis un bon moment. Ça fait plusieurs trimestres qu'on loupe systématiquement les guidances de top line. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre chiffre d'affaires, il est en train de ralentir. Pourquoi il ralentit? Parce que y a des gens qui sont inactifs, donc ils n'ont pas beaucoup de salaire,
donc ils ne peuvent pas beaucoup consommer, et donc ça pèse sur les chiffres d'affaires. Et quand vous avez un chiffre d'affaires qui baisse et que vous êtes incapable de réduire les coûts, eh ben, à un moment, vous tombez en récession. Et donc, alors, vous me direz, là on va pouvoir expérimenter ce que c'est qu'un QE4 aux États-Unis. C'est que Madame Yellen, évidemment, regarde les mêmes chiffres que nous. Elle s'est aperçue que ça ralentissait fort aux États-Unis, qu'il n'y avait pas la moindre pression sur les salaires aux États-Unis, et on se demande comment il pourrait y en avoir une avec 20% d'inactifs. Et donc, comme vous avez peu de chances d'avoir une inflation des salaires et une activité qui baisse, qu'est-ce qu'elle ne va pas faire? Elle ne va pas monter les taux d'intérêt. Et donc, on va rester avec des taux à 0, ce qui est une situation parfaitement normale, que vous avez dû connaître plusieurs fois dans votre vie. Non, jamais. Eh oui, en effet. Jamais. Et donc, justement. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. C'est ce qu'il y a de plus mauvais au monde, les taux à 0. Alors juste, pourquoi Pourquoi c'est le plus mauvais? Pourquoi ça serait mauvais? Alors, justement, je vais vous poser la question et ça me permettra de finir mon propos sur la Chine. C'est bien les tours du monde, c'est qu'on passe de droite à gauche. Oui. Pourquoi c'est mauvais? Quand on prête de l'argent et qu'on reçoit rien en retour, les gens sont pas sont frileux plutôt pour vous prêter de l'argent. S'ils vont rien recevoir, c'est pas plutôt ça. Je dirais c'est le moment où on passe de 0 à 0,25, 0,5, 1, etc. Oui, il y a d'autres au fond. Puisque l'argent ne coûte rien, il va y avoir une mauvaise allocation du crédit. Bravo. Ça s'appelle le taux à 0. La vraie problématique, elle débouche forcément sur ce qu'on appelle l'aléa moral. Le risque moral, c'est-à-dire une très mauvaise allocation de l'épargne. Et c'est toujours ce qui est à l'origine de toutes les bulles. La bulle actuelle n'est pas nouvelle. Elle est juste la conséquence, comme d'habitude, d'un coût de l'argent inadapté par rapport à la capacité à créer de la richesse. Et donc ça génère quoi? Ça génère de l'inflation dans le prix des actifs, dans les actions, dans les obligations. Et de la déflation dans tout le reste. Et de la déflation dans tout le reste, oui. Pourquoi? Parce que ça provoque des surcapacités, on le voit d'ailleurs avec les pétroles de schiste, ça provoque des surcapacités, puisqu'il est facile d'investir, puisque vous avez de l'argent gratuit. C'est la problématique. C'est pas très compliqué, et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis là-dessus, et on voit très bien que à terme, c'est déflationniste. Quand vous avez des surcapacités, c'est en général très déflationniste. Parce qu'il y a trop de concurrence, et quand il y a trop de concurrence, vu que tout le monde se fait la guerre, il y a plus de. Enfin, si vous voulez monter votre prix, vu qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose, en face, les surcapacités de production font qu'il n'y a pas ce qu'on appelle du pricing power. Et ça me permet de revenir sur la Chine, merci d'ailleurs, parce que ça permet de boucler. Alors, pourquoi? C'est ce qu'a fait la Chine pendant 15 ans. L'erreur de la Chine, c'est un taux de croissance qui a sûrement été à plus que 7 ou 10, parfois qui a dû être même à 15 par an, c'est-à-dire dans des proportions absolument colossales, versus un taux d'intérêt qui frôlait le zéro. Plus 10, 0, vous faites quoi, vous? Moi, j'aime bien l'économie, ce n'est que la vision agrégée de vos comportements à vous. Quand vous avez quelque chose qui vous rapporte du 10, et qu'en face, vous avez de l'argent qui vous coûte 0, vous faites quoi? Vous, si vous avez un minimum de bon sens, comme un Auvergnat A, qui est mon cas, là, vous prenez le 0 et vous l'investissez pour 10. Le problème, c'est que tout le monde a un minimum de bon sens dans ce domaine. Et vu que tout le monde fait la même chose, tout le monde investit. Et il y a moins en moins de projets qui sont de qualité par rapport à ça. Et donc, in fine, tout le monde a investi. Vous avez généré une énorme surcapacité de production. Alors, en Chine, c'est les infrastructures, les voies ferrées. Je vous invite d'ailleurs à regarder la fréquentation des voies ferrées en Chine depuis 1 an et demi à 2 ans. Entre moins 5 et moins 10% tous les mois. Donc on est sur des niveaux de faiblesse qui sont extrêmement violents. Ils ont des voitures maintenant. Voilà, ils ont des voitures, c'est bien. Comme ça, ils n'arrivent pas à respirer dans quelques villes. Ils mangent du carbone. Voilà. C'est peut-être une manière de résoudre la problématique environnementale. Mais tout ça pour vous dire que ça débouche sur une énorme surcapacité de production en Chine. Et maintenant, ça me permet de vous reposer la question de tout à l'heure. Quelle est la solution en Chine pour passer du point A, qui est un modèle totalement basé sur les exports et surtout les investissements, à un modèle tourné vers son marché intérieur? La démographie. Alors, la démographie n'est pas une vraie variable. La démographie, on l'a subie. Simplement, ce que je vous invite à faire, c'est sachez ce que vous êtes. Là, oui, vous pouvez la faire changer à 10 ou 15 ou 20 ou 25 ans près.
Donc le temps de retour en termes politiques est un peu lent. Voilà. Bon. Donc c'est un truc de fond, je suis d'accord, mais comment vous faites pour passer du point A au point B? Pas en 25 ans, rapidement, normalement. Pardon? Avec la monnaie? Innovation. Oui, sauf que l'innovation, ça ne se décrète pas. Ça, c'est toujours un truc, j'aime bien. L'innovation, c'est le Père Noël. C'est celui qui vous permet à un jour de faire des gains de productivité monumentale. C'est vrai, ça arrivera peut-être. Mais moi, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le dire. Alors, on peut augmenter la probabilité qu'elles surviennent avec beaucoup de R&D, en aidant justement tous les gens qui font de l'innovation. Mais bon, c'est pas là-dessus qu'on peut... C'est simple, je vous l'ai dit tout à l'heure. La masse salariale en Chine, c'est combien? Une petite quarantaine de pourcents de PIB. Eh bien, il faut la faire passer à 60. Tous les gens qui me disent les Chinois vont développer leur marché intérieur, s'ils ne font pas monter la masse salariale en pourcentage du PIB, c'est un mensonge. Donc, il faut monter les salaires. Sauf que... Comment? Oui, mais les ordres de grandeur font que dans toutes les économies qui se développent, l'essentiel des richesses créées repose sur votre marché intérieur. C'est normal. Vous pouvez, je dirais, mettre du beurre dans les épinards avec les exportations, mais pas plus dans des économies qui sont des économies riches. Donc, il faut monter les salaires, et pour ça, il faut en avoir les moyens. Merci. Sauf que pendant 15 ans, vu que vous avez investi trop par rapport à la capacité de votre marché intérieur, il se trouve qu'il y a trop de concurrence. Il y a une surcapacité de production monumentale dans tous les domaines, que ce soit dans le logement, dans les usines ou autres, ce qui fait que les entreprises qui sont des entreprises normales, sauf que bon, elles se financent via du shadow banking parce qu'il n'y a pas de système financier qui est bien organisé en Chine. Donc font quoi? Elles subissent la hausse de leur coût de production, notamment via les salaires, et n'ont pas les moyens de le répercuter sur leur prix de vente. Ça s'appelle une faillite. Ça comprime les taux de marge, ça doit vous mener vers la faillite, ça entraîne le pays dans une récession, et quand vous avez fait mourir toutes les entreprises qui n'avaient pas justement de marge suffisante pour accepter cette hausse des salaires, là vous pouvez repartir. La réalité des Chinois, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. La solution chinoise, c'est accepter une récession brutale, qui ne sera pas très longue, mais qui lui permettra de supprimer toutes les surcapacités de production qu'elle a engendrées et créées depuis une dizaine d'années. La problématique, c'est qu'ils ne pourront pas le faire parce qu'il faut savoir que ce pays n'est pas le nôtre et qu'il existe un deal implicite entre population et gouvernement qui font que si je vous livre 6, 7, 8% de croissance par an, je ne remets pas en question la légitimité de votre pouvoir. Et la vraie question, c'est que les gouvernants le savent, mais qu'ils ne sont pas prêts à assumer les conséquences de ce genre de solution. C'est pour ça qu'il faut regarder la Chine avec beaucoup d'attention, aujourd'hui. Pas à travers les chiffres, à travers le prix des matières premières, à travers tout ce qui va vous donner une vraie idée de ce qu'est la croissance sur place. Donc la réalité de la Chine, c'est que si vous voulez développer son marché intérieur, montez les salaires, mais pour ça, il faut laisser faire faillite tout un pan de votre économie. Ce sont les récessions classiques qu'on a connues dans les années 60 et 70 d'un pays qui grandit. Alors il y a un dernier phénomène sur la Chine qu'il est intéressant de surveiller parce que excessivement dangereux pour les banques chinoises, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des sorties de capitaux massives de la Chine. Quand je dis massive, c'est un espèce de bank run extrêmement violent qui peut, du jour au lendemain, générer des dégâts extraordinaires dans des banques qui ont un bilan qui est catastrophique et qui risquent d'exploser à tout moment. Je vous rappelle que les banques chinoises sont quand même très implantées dans les banques, dans le circuit international. Donc, imaginez que du jour au lendemain, on peut avoir un gros pépin dans une banque chinoise et que ça peut aller très vite derrière. Dernier point, cette fuite des capitaux, elle vous donne un signal et un signe. Quand vous allez sur place et vous parlez à des gens qui sont dans le circuit, ont de l'argent, ont fait fortune, souvent vite fortune, pour les 10 dernières années, la première chose qu'ils souhaitent faire, c'est envoyer leurs enfants à l'étranger. Et la deuxième chose, c'est que ces fuites de capitaux, alors même que normalement vous avez des exportations qui remontent parce que les importations baissent, bref, une balance commerciale qui monte, sont le signe
que les Chinois eux-mêmes sont en train de transformer leur yuan en autre chose. Donc en fait, cette fuite des capitaux, c'est véritablement l'expression du sentiment des Chinois envers la capacité de leurs gouvernants à assumer cette transformation. C'est compliqué. On n'a pas de réponse. Mais en tout cas, le chemin aujourd'hui est très clairement compliqué dans ce pays. On va donner la parole aux suivants et je vais leur amener la transition sur un plateau. Ah, il est sympa. Là, le bank run auquel vous assistez en Chine, vous assistez en Grèce. Au mois de février, vous avez 15 milliards d'euros qui sont sortis de Grèce. Imaginez que ce soit le même chiffre pour mars, hein, ça fait quand même 7,5% du PIB. Donc en 2 mois, ça fera 15. Imaginez l'état des banques. Il serait donc urgent pour M. Varoufakis et sa bande d'instituer un petit contrôle d'échange. Sinon, ça risque d'être difficile. Non, c'est sanglant le mot que tu cherchais. Sanglant. Bien, on laisse la parole au suivant.